Merci Yazdan, bonjour à tous. Alors effectivement, on va passer peut-être à une partie qui est beaucoup moins scientifique, qui est un peu plus stratégique, mais qui néanmoins mérite quand même d'être expliquée parce qu'il y a de nombreux acteurs de la recherche, soit dans différents domaines, mais aussi dans différentes infrastructures pour lesquels il serait bien qu'ils intègrent aussi cette dimension européenne parce qu'ils pourront eux-mêmes s'y intégrer et je pense même qu'il y en a certains qui y sont déjà intégrés mais ils ne sont pas forcément au courant. Donc je veux bien la première diapositive s'il vous plaît. Merci, la suivante. Ah oui, pardon, j'ai vu. Voilà. Alors, je ne vais pas passer énormément de temps sur cette diapositive parce que je pense que tous les gens qui sont dans la salle sont confiants du fait que lorsqu'on fait face à une pandémie ou même à une épidémie qui implique des maladies infectieuses émergentes, donc qui par nature sont plutôt mal connues du milieu scientifique et médical, eh bien en fait on est confronté à un vrai manque de préparation. Alors ça, moi qui me suis intéressé aux fièvres hémorragiques pendant quelques années, c'est quelque chose que j'ai bien connu. C'est très clairement, il n'y avait pas de préparation et surtout pas de financement. Et dans la préparation aussi, il y avait quelque chose qui était assez cruel, c'est que la communauté scientifique capable de s'intéresser à ce type de pathogène, en fait, était relativement réduite à l'échelle internationale. Donc, très clairement, je pense que le Covid a été un révélateur, un déclencheur plutôt, parce qu'en fait, on a vécu tellement d'autres épidémies avant où on a toujours fait le même constat, notamment sur ce manque de préparation. Ensuite, évidemment, il y a une question de fragmentation de la recherche, c'est-à-dire que si chaque institution ou chaque pays décide de se fixer des priorités de recherche qui lui sont propres, c'est compliqué à l'échelle européenne, voire à l'échelle internationale, d'être en capacité d'avancer efficacement dans la même direction. Et puis, évidemment, du coup, ça implique qu'il y ait besoin de coordination. Donc, j'ai laissé ce mot coordination parce que c'est un mot que tout le monde utilise, notamment la Commission européenne. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est plus important, qui fait référence à ce que j'ai dit juste avant, c'est d'être en capacité de s'accorder pour aligner nos priorités de recherche entre institutions et entre pays. Alors, dans ce cadre-là, donc en 2021, la Commission européenne a ouvert un call spécifique pour proposer de financer une phase préparatoire pour la mise en place d'un partenariat qui serait dédié à la préparation aux futures pandémies au sens large du terme. Donc le projet qui a été soumis par beaucoup d'États européens, à qui on a demandé à l'ENRS finalement d'assurer la coordination, donc qui s'appelle BeReady, a été lancé en mai 2022. Le budget, puisqu'il s'agissait d'une phase préparatoire, donc de tout organiser pour qu'on puisse passer ensuite à la phase opérationnelle du partenariat, c'est un budget de 2 millions d'euros. Et dès le début, il a réuni 26 partenaires venant de 13 États membres européens et 2 pays associés. Voilà, il va se terminer, cette première phase préparatoire va se terminer en mai cette année. Donc en gros, la structuration de cette première étape de phase préparatoire s'articulait autour de 3 grands piliers qui étaient extrêmement importants. Le premier, évidemment, de construire le partenariat lui-même, donc à la fois sur le plan de la gouvernance, mais aussi sur le plan opérationnel, comment ça allait fonctionner. Le deuxième pilier, qui nous a énormément occupés avec l'ensemble des partenaires pendant presque 3 ans, c'était la mise en place d'un agenda stratégique de recherche et d'innovation, que je décrirai un peu plus dans le détail, qui définit finalement les priorités de recherche sur lesquelles on souhaiterait porter des efforts. Et le troisième pilier, évidemment, c'est d'être en capacité d'organiser les synergies, donc soit avec les initiatives dans le domaine existantes déjà, à l'échelle européenne, mais aussi à l'échelle internationale, et évidemment de s'articuler correctement avec les différentes entités européennes qui font partie de la Commission, qui sont souvent des financeurs, mais aussi qui sont des gens qui ont eux-mêmes leur propre stratégie. Donc l'idée, c'était de pouvoir s'aligner avec tout ça. Et à l'échelle internationale, évidemment, on s'est rapproché de l'OMS une fois qu'on a commencé à définir des priorités et des actions qu'on souhaitait porter. Alors ici, je ne vais pas décrire ça, hein, c'est le schéma de gouvernance qui est issu du premier pilier, donc quelque chose d'extrêmement classique, avec d'un côté un comité scientifique, de l'autre le comité des parties prenantes, c'est des choses habituelles, et puis ensuite les tâches des décideurs au sein du partenariat, donc en gros les partenaires, et un comité exécutif. Et surtout, ce qui est important, et ça anticipe un peu sur ce que je vais raconter un peu plus dans le détail ensuite, les grandes activités qui ont été identifiées. Donc la première, évidemment, il s'agit d'assurer la coordination et le management d'un partenariat comme celui-là.
Mais ensuite, les deux gros piliers qui feront l'objet des dépenses principales dans le cadre de ce partenariat, c'est un, le lancement d'appels à projets à l'échelle européenne, et deux, le maintien opérationnel, la création ou la réorganisation des réseaux, des infrastructures de recherche nationales et européennes. Et puis ensuite, il y a un certain nombre d'activités transversales qui seront portées, qui sont indispensables à ce type d'activité. Voilà, alors si je fais un petit focus sur l'agenda stratégique de recherche et d'innovation, donc bon, il a été élaboré dans le cadre de ce programme initialement. Il s'agit vraiment de quelque chose qui sera un guide ensuite pour guider à la fois le contenu des appels à projets qui seront lancés dans le cadre du partenariat, mais aussi de voir la façon dont on va essayer de réorganiser l'écosystème de recherche à l'échelle européenne. Il a bénéficié d'un certain nombre de la contribution d'un groupe d'experts qu'on a mis en place au sein de BIREDI, parce que ce que je n'ai pas dit, mais ce type d'activité, en fait, la porte d'entrée, c'est les États membres. Donc on avait beaucoup de représentants, soit d'agences de financement nationales, soit de représentants des ministères nationaux impliqués. Et donc quand on est passé à la phase développement des priorités de recherche, évidemment, il fallait un peu plus d'expertise scientifique. Donc on a créé un groupe avec une participation de l'ensemble des États. Ils ont désigné des experts. Et on est arrivé à sortir quelque chose que je vais développer un peu plus. Cet agenda stratégique a été soumis à consultation publique à l'automne dernier, et on a eu les retours et on a fait des adaptations, ce qui veut dire que, en gros, tous les gens qui sont présents dans la salle, s'ils souhaitaient y accéder et faire des commentaires, ils en avaient l'opportunité. Alors, vous verrez qu'il n'y a rien de complètement novateur par rapport à la vision que vous pouvez avoir. Et surtout, on a essayé aussi de bien axer sur des stratégies qui étaient visiblement les mieux portées au niveau des grands acteurs internationaux de la recherche. Donc, il y a 3 axes qui ont été définis très clairement sur l'agenda stratégique. Le premier qu'on peut regrouper sous comprendre et préparer. Donc, d'abord, accélérer l'acquisition des connaissances de base, puisque, comme je l'ai dit, la plupart de ces maladies infectieuses émergentes ou réémergentes sont mal connues, tant sur le plan du pathogène lui-même que sur les aspects de physiopathologie. Stimuler les innovations en matière de santé, ça j'y reviendrai, parce qu'il y a un certain nombre de gaps qui ont été clairement identifiés et qui seront supportés dans le cadre de ce partenariat. Et puis évidemment, éduquer, former et communiquer. On a eu un exemple ce matin de ce que devait être une approche une seule santé, et on voit bien qu'il manque probablement un certain nombre de compétences à la frontière entre les différentes disciplines qui constituent l'approche une seule santé, et aussi un certain nombre de compétences qui nous manquent, notamment sur le développement dans le cadre de l'innovation. Prévenir et anticiper, donc ça c'est quelque chose qui a été identifié et qui va clairement être un peu focus sur les aspects d'écosystème de recherche avec les infrastructures au sens large du terme. Et réagir et contrôler, donc ça c'était aussi les capacités de mettre en place finalement un certain nombre de démarches qui pourraient être activées en termes de recherche, ou en tout cas les grands axes, au moment où une épidémie se produirait. Alors le partenariat va concerner évidemment 2 périodes, ça aussi c'est classique en termes de préparedness, quelque chose qui va constituer l'essentiel du travail, c'est-à-dire en période interépidémique entre guillemets, parce qu'on a bien vu ces derniers mois qu'en fait il n'y a jamais aucune épidémie à laquelle on est confronté pendant ces périodes-là, mais c'est des épidémies de plus petite ampleur. Et évidemment, il y aura la période à laquelle on bascule en mode de crise, et là c'est pareil, normalement le partenariat doit avoir un impact fort. Les domaines de la recherche qui seront couverts sont extrêmement larges, en allant depuis la recherche très fondamentale, qui concernera les aspects de diagnostic, prophylaxie, thérapeutique, mais aussi physiopathologie, comme je l'ai dit. Et puis, évidemment, on intègre fortement la question de la santé publique et les domaines sociétaux qui sont majeurs, évidemment, dans ce type d'approche. Alors juste pour faire un point un peu plus précis sur les différentes priorités, je vais en citer quelques-unes. Donc la première, c'était sur l'accélération de l'acquisition de connaissances de base. Donc il y a des choses qui vont porter évidemment sur la compréhension et l'identification des cibles thérapeutiques des agents pathogènes. C'est quelque chose qui manque cruellement. Améliorer les connaissances en matière de physiopathologie, ça je l'ai déjà évoqué. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui à faire. Et je pense que dans ce cadre-là, il y aura un effort tout particulier qui sera porté pour rapprocher la recherche clinique, notamment les cohortes, de la recherche beaucoup plus fondamentale, qui est quelque chose qui ne se fait pas si bien que ça au jour d'aujourd'hui. Donc c'est des choses qui seront poussées.
Améliorer les connaissances sur les aspects environnementaux et sociaux, donc ça on l'a évoqué, ça participera aussi évidemment à créer à la fois l'aspect One Health, mais aussi à répondre à un certain nombre de questions auxquelles on a été clairement confronté pendant l'épidémie de Covid. Et améliorer les connaissances sur la dynamique de la transmission et l'épidémiologie sont aussi évidemment des connaissances dont on a cruellement besoin pour ensuite être en capacité de mettre en place des stratégies de santé publique. Stimuler l'innovation. Donc évidemment, ça va aider à pousser le développement de technologies de rupture dans l'ensemble des domaines, que ce soit le diagnostic, la thérapeutique ou la prophylaxie. Ça, c'est quelque chose d'important. Promouvoir alors ce qu'on a appelé la numérisation dans l'agenda stratégique, mais en fait, c'est d'associer très clairement l'intelligence artificielle à nos approches, qui est quand même un outil nouveau qui probablement pourrait apporter beaucoup aujourd'hui dans le cadre de ces développements dans le domaine de l'innovation. Et quelque chose qui sera vraiment très porté, certainement probablement dès le début, c'est d'être en capacité de combler ce gap entre les découvertes issues de la recherche fondamentale et le passage au secteur privé. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui ne sont pas toujours très bien faites, notamment les données qui sont issues de la recherche préclinique, qui très souvent donnent lieu à des publications de prestige, mais qui sont difficilement transférables au secteur privé. Donc il y a un effort particulier qui sera fait dans ce domaine-là, qui va inclure évidemment la mise en place de process qui manquent, mais aussi la mise en place d'outils et la formation aussi des gens. La troisième priorité, alors en fait, dans le cadre du partenariat, on l'a évoqué parce qu'elle est importante et elle doit guider aussi la façon dont on va travailler et supporter les choses, va concerner l'éducation et la formation. Mais en fait, le partenariat ne financera pas ce genre de choses. Il essaiera de conseiller les financeurs qui pourront agir dans ce domaine. Et surtout, il y a un domaine particulier dans la communication qui, lui, en revanche, sera probablement soutenu. C'est développer la recherche afin d'identifier des stratégies de communication en matière de risque et de santé publique. C'est quelque chose qu'on souhaite porter aussi dans le cadre de ce partenariat. Renforcer l'écosystème de recherche, c'est quelque chose aussi effectivement qui est majeur. Alors, au départ, et je dirais un mot sur une deuxième phase préparatoire qui vient d'entrer en vigueur, en fait, au départ, le partenariat ne devait porter que les aspects de recherche fondamentale et de recherche préclinique en termes de préparation. Parce que le secteur de la recherche clinique avait prévu à l'époque, finalement, de demander un partenariat séparé auprès de la Commission européenne. La Commission européenne a dit non. Elle a dit non il y a 1 an et demi seulement. Donc il a fallu qu'on réadapte et nous a demandé, dans le cadre de BIREDI, d'intégrer tout cet aspect d'organisation des infrastructures dédiées à la recherche clinique. Donc c'est quelque chose qu'on a dû intégrer un peu rapidement. Et en fait, vous verrez, on a obtenu une deuxième action coordonnée pour pouvoir développer un peu plus en profondeur ces aspects-là. Voilà, et ensuite, évidemment, lancer des activités de recherche en mode d'intervention qu'il faudrait mener en cas de crise. Donc dans ce cadre-là, il y a des choses qui seront portées pour renforcer et dynamiser la recherche existante dans l'écosystème de la recherche, et réorienter et adapter la recherche existante et réduire les priorités de recherche, évidemment, au moment de la survenue d'une crise. Alors, je vous l'ai dit, donc on a dû intégrer une composante qui n'était pas prévue au départ, qui est donc toute la partie recherche clinique. Donc la Commission européenne a donné 1 an supplémentaire de financement pour la phase préparatoire. Dans ce cadre-là, on en a profité pour intégrer 5 nouveaux pays qui ont rejoint le consortium et 10 nouveaux partenaires. Donc c'est quelque chose qui a commencé au 1er janvier dernier et qui se terminera à la fin de cette année. Donc c'est évidemment, comme je vous l'ai dit, travailler beaucoup sur ces aspects de réseau de recherche dans le domaine de la clinique, mais ensuite finaliser un certain nombre de choses pour lesquelles on n'était pas forcément entièrement mature dans le cadre du développement de BIREDI. Alors, il y a les work packages qui vont constituer BIREDI+. Je ne vais pas les développer parce que finalement, dans l'introduction, les objectifs que j'ai fixés, on y retrouve beaucoup de choses. Il y a un work package particulier qui va consommer la majorité des ressources dans le cadre de cette préparation. C'est évidemment créer et préparer les réseaux de sites d'études cliniques qui pourront à terme basculer en mode de crise. Alors, face à ça, donc, il y a 1 an maintenant, la Commission européenne avait ouvert un call, cette fois pour soumettre une proposition pour créer le partenariat lui-même. Donc l'ensemble du consortium plus d'autres acteurs a travaillé à cette proposition. Elle a été déposée à l'été dernier, en novembre dernier, et ensuite elle a été évaluée et on a reçu en début d'année finalement les résultats de l'évaluation faite par les experts de la Commission européenne.
et on nous a demandé de passer en phase de préparation du Grant Agreement. Donc, ce n'est pas encore officiellement lancé, mais il y a peu de chances maintenant pour que ce partenariat ne soit pas lancé au 1er janvier de l'année prochaine. Donc, comme l'a dit Yazdan, le budget qui est ciblé pour une période de 7 ans, c'est 200 millions d'euros, avec 2 phases. La Commission européenne nous a proposé de financer une première phase avec une cible de 100 millions d'euros sur 3 ans. Et la deuxième phase donc, aura 100 millions supplémentaires, mais cette fois pour une période de 4 ans. La date prévue de début, c'est donc janvier l'année prochaine. Il s'agit d'un partenariat, et ça c'est important, d'un partenariat qui sera cofinancé. Donc ça, c'était quelque chose aussi qui a été un gros travail qu'on a fait pendant la phase de préparation, parce que pour qu'il soit cofinancé, il faut que les États membres s'engagent avec des engagements financiers et in-kind, en sachant que la Commission avait promis de mettre, au moins pour les 3 premières années, 50 millions d'euros de participation. Donc on a fait notre travail auprès des 19 États membres que vous voyez mentionnés ici, plus 5 pays associés à Horizon. Et finalement, on a obtenu en termes de déclaration un peu plus de 57 millions d'engagements des États membres en cash et pas qu'en in-kind. Donc ça, c'était très important. Et du coup, la Commission européenne, vous verrez, a accepté de suivre à la même hauteur. Donc au lieu d'avoir un budget de 100 millions qui était prévu pour 3 ans, on est à un peu plus de 114 millions d'euros qui pourront être dépensés pendant cette période. Alors, bon, la vision du partenariat, vous l'aurez compris maintenant, c'est mettre en place un écosystème européen de recherche et d'innovation qui soit préparé de manière optimale aux futures crises sanitaires qui pourraient être causées par les maladies infectieuses émergentes. Et les grandes activités autour duquel il a été aligné, c'est justement, aligner les actions de recherche. Ça a été souligné ce matin, notamment dans le bilan qui a été fait sur l'évolution des activités de recherche au Cambodge, et où les aspects d'alignement étaient clairement mentionnés. Et c'est bien parce que moi, je n'avais jamais entendu cette présentation avant, et il se trouve que l'ensemble des partenaires du partenariat ils ont entièrement adhéré à cette notion. C'est quelque chose qui s'est vraiment bien passé. Moi, j'étais très étonné parce que parfois, les gros consortiums européens, ça peut être assez tendu, surtout sur la discussion autour des aspects stratégiques et des priorités de recherche. Et en fait, l'alignement s'est fait de façon assez automatique et assez rapide. Le deuxième, ça va être soutenir la recherche. Et donc, comme je l'ai dit, en fait, on va lancer des appels à projets transnationaux où la Commission européenne participera à hauteur de 27% du montant du projet. Et ensuite, chaque État membre financera ses équipes, donc à hauteur du montant manquant. Donc il y a un vrai effet de bras de levier quand même en termes de financement des activités de recherche elles-mêmes. Ensuite, soutenir l'écosystème de la recherche avec notamment dans le pilier 3 quelque chose dédié aux essais cliniques, mais vous verrez qu'il n'y a pas que ça. C'est quelque chose qui, là, en revanche, comme il s'agit d'activités de coordination et de mise en place d'un certain nombre de process, qui incluront notamment des protocoles standards, on en parle beaucoup dans le domaine de la recherche clinique, et aussi un plaidoyer auprès des agences de réglementation, parce que ça c'est aussi en général un gros problème. C'est quelque chose donc, qui sera financé entièrement en termes d'activité à 100% par la Commission européenne. Et ensuite, évidemment, favoriser les compétences en termes de recherche et d'innovation, ça concernera essentiellement des activités transversales qui sont indispensables dans le cadre de ce type de partenariat, avec notamment les aspects d'éthique, les aspects réglementaires, les aspects de communication. Voilà, alors là je ne vais pas le détailler, vous avez un récapitulatif de l'ensemble des work packages qui sont scindés aux ces différents piliers que j'ai mentionnés. On continuera à avoir une activité quand même de mise à jour de l'agenda stratégique de recherche et d'innovation, d'abord en raison des possibles évolutions du contexte, et on a bien vu que le contexte peut vite évoluer ces derniers temps, et on continuera à travailler aussi sur quelque chose qui est absolument majeur dans le cadre de ce pilier, c'est réfléchir à la pérennisation de ce partenariat à terme. Voilà, avec ce qu'ils appellent une stratégie de sortie, mais on espère que ce sera une stratégie de sortie par le haut, avec un business model qui sera opérationnel. Voilà, donc l'agenda, vous l'avez ici, je l'ai déjà répété, je ne vais pas le recommenter, et je vous remercie pour votre attention. Merci Hervé d'avoir respecté le temps et d'être même carrément en avance. C'est quand même gentil pour nous et pour notre modération. On apprécie. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour Hervé? Oui.
Merci Alain Volnian. Pour connaître, puisque je représente European Aid Treatment Group, qui est un groupe européen, et nous sommes impliqués dans pas mal de projets financés par l'Union européenne, je crois quand même qu'il y a certaines obligations d'avoir la société civile présente dans les work packages. Certains des projets dans lesquels je suis impliqué impliquent que nous soyons chargés, par exemple, de la communication, de la dissémination des informations. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la présence de la société civile dans cette structure? Oui, alors, vous avez parfaitement raison. Alors, en 20 minutes, je ne pouvais pas rentrer à ce niveau de détail, mais c'est quelque chose qui est très important. La société civile sera présente à plusieurs échelons. D'abord, elle sera régulièrement consultée, puisque tous les documents qui seront produits et les projets qui seront financés seront évidemment, entreront dans le domaine public et tout le monde pourra y avoir accès. On aura une politique de partage des données avec de l'open science. Alors ça, évidemment, je ne vais pas vous jurer aujourd'hui parce que vous ne croiriez pas que tout le dispositif est en place, mais c'est quelque chose qui est prévu. Et ensuite, on a prévu, notamment dans la partie de la gouvernance que je vous ai montrée sur les parties prenantes, vous n'avez peut-être pas eu le temps de le voir là, mais typiquement, les associations de patients seront directement impliquées et consultées dans le cadre des développements qui seront faits. Donc je ne sais pas si je réponds globalement. Et puis après, pour les aspects purement sociétaux, ça je l'ai dit, il y aura des projets de recherche qui seront dédiés à ça pour améliorer les choses. Merci beaucoup. D'autres questions? Ah oui, super, merci. Oui, Philippe Button, United. J'ai une question et une observation. Alors je ne sais pas par quoi je commence, parce que ce projet est tout à fait passionnant. Comme vous le savez sans doute, on se concentre sur l'accès aux thérapeutiques, notamment en termes des réponses globales. Et donc ma question c'est, est-ce qu'il y a un volet thérapeutique qui est accroché à cette dimension? Et je pose la question parce que avec Carmel, on travaille beaucoup là-dessus, et avec l'OMS, avec 100 Days Mission, je pense que Yazdan, vous avez rejoint cette coalition. Mais le constat est désespérant, c'est-à-dire que sur les 8 familles à risque pandémique qui sont identifiées aujourd'hui, on n'a absolument aucune solution thérapeutique. Et même, on peut discuter des solutions vaccinales qui sont soi-disant dans les tuyaux, mais ça ne va pas très loin. Et donc, il y a un énorme effort de recherche avec l'industrie. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui... On essaie de sensibiliser, on prêche un peu dans le désert pour l'instant. Donc, pour moi, c'est voir la lumière avec ces efforts de recherche, mais je pense qu'il faut les associer à un moment avec du développement thérapeutique. Absolument. Alors, c'est prévu, hein, c'est un petit peu... Je n'ai pas su faire passer le message, mais vous avez vu qu'il y a une des priorités qui est entièrement dédiée en termes de recherche plus académique à l'identification de cibles thérapeutiques. Donc ça, c'est quelque chose qui sera fait. Et ensuite, dans l'axe dédié à l'innovation, on va mettre en place justement et pousser fortement, et ce sera financé, des activités qui permettront un meilleur passage. Comme je l'ai évoqué, on sait aujourd'hui qu'il y a des choses qu'on sait mal faire, notamment quand on trouve éventuellement des technologies de rupture d'intérêt. Arriver à le passer vers le secteur privé, c'est quelque chose de compliqué parce qu'il manque un certain nombre d'éléments. Mais on est capable de le faire parce qu'on sait finalement comment faire. Et puis en plus, on apprend des autres. Il y a des gens dans d'autres secteurs de la recherche qui font ça très bien. Donc on va évidemment s'en inspirer. Et il faudra qu'il y ait des financements adaptés. Et en plus, l'aspect formation, je pense, est très très important dans ce domaine-là parce qu'il faut des gens qui sont en capacité de penser que, par exemple, s'il faut un essai préclinique, sur un moyen thérapeutique, qu'en fait, ils aient accès à un lot préclinique et pas un truc qu'on a fabriqué au laboratoire. Alors, on rentre un peu dans le détail, mais c'est ce qu'on a en tête derrière, et c'est ce qu'on a dans la tête, et c'est ce qu'on veut pousser à terme. D'autres questions? Il y a une question en ligne. 2 questions en ligne. Donc, Valériane Leroy, qui vous demande, les projets de recherche pourront-ils se dérouler dans les PRFI, le cas échéant? Alors, normalement, ce n'est pas prévu dans le cadre du partenariat. À un détail près, c'est que vous avez vu qu'on a quand même un certain nombre de pays associés à l'Union européenne, donc qui, eux, pourront bénéficier de ce type de financement. Après, ce qui est prévu dans le cadre du partenariat, parce qu'on ne les oublie pas, bien évidemment, c'est qu'en fait, on est prévu aussi un certain nombre d'articulations avec des initiatives comme EDCTP3, comme GLOPIDAR,
avec lesquels on va essayer aussi de s'aligner et de pousser aussi pour qu'ils alignent aussi un certain nombre de priorités de recherche qui seront portées par ailleurs par le partenariat. Parfait. Alors une autre question, vous m'interrompez si dans la salle il y a des questions. Ou tu veux peut-être poser donc une autre question, c'est pas une question, c'est un commentaire de Arlindo, excusez-moi, Constantino. Merci pour ce projet, cette présentation qui est très rassurante. Donc de Arlindo Constantino, qui est président de ACT UP Paris, comptez sur nous pour la participation et la communication. Voilà, c'est une déclaration ouverte et officielle. Et enfin une autre question, pourquoi avoir limité le processus à l'Europe, donc qui rejoint ce que vous avez dit, et le partenariat mondial, et non un partenariat mondial avec l'Afrique, dont vous avez répondu à l'instant. Il y a une question par ici, oui. Merci Hervé pour cette présentation très très claire. Mais j'ai peut-être raté quelque chose. Est-ce que les appels d'offres seront basés sur une liste de pathogènes prioritaires ou c'est complètement ouvert? Alors je ne voulais pas ouvrir la boîte de Pandore, mais non, mais bien évidemment de toute façon qu'il y aura un référentiel. Celui, à l'heure d'aujourd'hui, qu'on cible, c'est celui qui est porté par ERA. D'accord? Puisque, en fait, il faut bien voir que ce partenariat, et ça, je ne l'ai pas montré, mais il s'inscrit dans une stratégie européenne un peu plus large, qui ressemble d'ailleurs peu ou prou à la stratégie nationale qu'on a mis en place en France, qui fait un continuum, donc qui va jusqu'aux aspects de stockage de contre-mesures potentielles, et donc, évidemment, pour être aligné aussi avec ceux qui, à terme, pourront prendre en charge ou favoriser le développement ou la production d'un certain nombre de contre-mesures, il fallait qu'on s'aligne aussi sur la liste de pathogènes. Donc c'est celle d'ERA aujourd'hui qui est officiellement faite. Rien n'indique que ce soit un peu restreint ou modifié à terme en fonction des mises à jour qu'on fera de l'agenda stratégique de recherche et d'innovation.